Donc, vous allez... Attends, ouais, je lance tout de suite, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. C'est lancé. Bonne Donc, il conférence. faut cliquer sur continuer, donc sur votre écran, parce que donc on est en direct. Je vais attendre, avant de commencer, quelques secondes, le temps que les spectateurs et spectatrices entrent dans la salle, comme dans une vraie salle, où on attend un petit peu avant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rencontre proposée par le Mémorial de la Shoah et la Revue d'Histoire de la Shoah dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, à l'origine de cette rencontre, il y a le jugement de diffamation prononcé en février dernier par un tribunal polonais à l'encontre de Barbara Engelking et Jan Grabowski, historiens dont les travaux sur la Shoah font autorité. Le livre Incriminé, co-dirigé par Barbara et Jan, a été publié en polonais en 2018 par le Centre de recherche sur l'extermination des Juifs basé à Varsovie. J'indique ici le titre de l'ouvrage en français. Plus loin, c'est encore la nuit, le sort des Juifs dans certaines régions de la Pologne occupée. Cet ouvrage a fait l'objet de présentations en France, notamment au Mémorial de la Shoah et à l'EHESS. Barbara Engelking et Jan Grabowski sont poursuivis pour un passage de cette somme de 2 volumes contenant 1700 pages, passage qui porte sur la complicité dans le massacre de Juifs d'un maire d'un village du nord-est de la Pologne. Alors ce procès et ce jugement ont suscité un vif débat sur la liberté de la recherche scientifique en Pologne et ont été largement condamnés par la communauté académique ainsi que par plusieurs institutions internationales. Le Mémorial de la Shoah s'associe à cette condamnation et soutient fermement Barbara Engelking et Jan Grabowski, que nous sommes très heureux et honorés d'accueillir ce soir, aux côtés de Paul Gradwohl et Audrey Kichlewski. Avant de céder la parole à nos invités, je les présente brièvement. Barbara Engelking, vous êtes professeure à l'Institut de philosophie et de sociologie de l'Académie des sciences de Pologne à Varsovie, où vous dirigez depuis 2003 le Centre de recherche sur l'extermination des Juifs, centre qui a permis l'émergence d'une recherche interdisciplinaire innovante sur la Shoah en Pologne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la Shoah, parmi lesquels je citerai On ne veut rien vous prendre, seulement la vie, des Juifs cachés dans les campagnes polonaises 1942-1945, dont la version française a été publiée en 2015 aux éditions Kalman-Levy. À vos côtés, nous saluons Jan Grabowski, connecté depuis le Canada. Jan, vous êtes professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Vous êtes notamment l'auteur de La chasse aux Juifs, trahison et meurtre dans la Pologne occupée par les Allemands, qui est paru en anglais aux presses universitaires de l'Indiana. Jan Grabowski, vous êtes également membre du comité de rédaction de la Revue d'Histoire de la Shoah. Depuis Paris, nous accueillons Paul Gradwohl. Vous êtes professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, où vous dirigez le Centre de recherche sur l'histoire de l'Europe centrale contemporaine. Vos travaux portent notamment sur l'histoire de la Pologne et de la Hongrie. Je citerai votre dernière publication pour l'ouvrage collectif intitulé Histoire partagée, mémoire divisée, Ukraine, Russie, Pologne, paru en 2021 aux éditions Antipode. Votre article s'intitule Europe centrale et orientale, compétition victimaire et histoire partagée. Enfin, pour animer cette table ronde, nous saluons Audrey Kichlewski, qui est à l'initiative de cette rencontre, qui, je le rappelle, est co-organisée avec la Revue d'Histoire de la Shoah, revue que vous dirigez, Audrey, avec Jean-Marc Dreyfus. Audrey, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Vos travaux portent sur l'histoire et la mémoire des Juifs de Pologne et de France. Vous avez notamment co-dirigé les actes du colloque Les Polonais et la Shoah,
une nouvelle école historique parue en 2019 aux éditions du CNRS. Colloque qui fait écho à la rencontre de ce soir par son sujet, bien évidemment, mais également par le fait que des nationalistes polonais ont tenté d'entraver son déroulement à l'EHESS en février 2019. Alors Audrey, avant de vous céder la parole pour une petite introduction donc à cette table ronde, je rappelle aux spectateurs et spectatrices la manière dont ils pourront s'exprimer à la fin de cette rencontre. Il y a deux options. Soit vous vous exprimez à l'oral en levant la main et on allumera votre micro, soit vous posez vos questions par écrit et on vous demandera de privilégier l'outil Q&R qui se trouve en bas de votre écran au lieu, donc pour questions et réponses, au lieu du chat qui est plus difficile à gérer. Dernière petite chose, nos invités vont s'exprimer en français, sauf Barbara Engelking qui va donc s'exprimer en polonais. Une traduction du polonais vers le français et inversement est assurée, mais uniquement sur Zoom. Donc pour les personnes qui nous suivent sur Facebook et sur la chaîne YouTube du Mémorial, il n'y a pas de traduction. Vous pouvez néanmoins poser vos questions, hein, on les relaiera, j'ai oublié de vous le dire. Et donc, pour celles et ceux qui nous suivent sur Zoom, il suffit, donc vous avez en bas de votre écran un petit onglet qui s'appelle Interprétation ou Traduction, c'est selon les versions. Il n'y a pas sur Zoom polonais, ça n'existe pas. Donc, quand Barbara s'exprimera en polonais, il faudra cliquer de manière un peu absurde sur le petit canal anglais. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence. Audrey, je vous passe la parole et je vous retrouve pour ma part d'ici une bonne heure pour les questions du public. À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir animer cette rencontre qui s'annonce passionnante de ce soir. En guise d'introduction et au préalable, je voulais m'exprimer tout d'abord en tant que co-directrice de la revue d'histoire de la Shoah et au nom du comité de rédaction, renouveler et exprimer tout notre soutien à nos deux collègues, Barbara Engelking et Jan Grabowski, face aux attaques judiciaires et médiatiques dont ils font l'objet en Pologne. Rappeler que leurs travaux sur l'histoire de la Shoah en Pologne sont discutés et reconnus par leurs pairs à l'échelle internationale, y compris dans le cadre de la revue d'histoire de la Shoah, qui les a publiés, en a rendu compte. Rappeler également que la discussion sur l'usage des sources et leur interprétation doit se faire dans un cadre scientifique et non dans une enceinte judiciaire, que les historiens doivent pouvoir exprimer sereinement les conclusions de leur travail mené avec la plus grande rigueur méthodologique, même lorsque celles-ci peuvent remettre en cause des représentations collectives sur le passé d'une nation. Les attaques subies par nos collègues constituent une menace pour les libertés académiques et risquent d'entraver de nouvelles recherches sur la Shoah en Pologne. Le comité de rédaction de la revue d'histoire de la Shoah continue et continuera d'offrir une plateforme aux chercheurs internationaux pour analyser les mécanismes des génocides et pour transmettre au plus grand nombre la complexité de ces questions. Il me tenait à cœur de lire devant vous ce soir ce texte au nom du comité de rédaction et de rappeler ainsi tout notre soutien. Avant de laisser la parole à nos invités de ce soir, afin qu'ils vous présentent plus avant les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à être poursuivis par la justice polonaise et les circonstances et les conséquences prévisibles de ce verdict sur la recherche historique en Pologne. Je voulais très rapidement rappeler que l'ouvrage dont il va être question ce soir, donc qui a été évoqué, Dalej et Jasnot, je le montre ici, je ne sais pas si on le voit, voilà. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un profond renouvellement historiographique autour de l'histoire de la Shoah en Pologne.
et plus précisément sur les rôles de la société polonaise face à l'entreprise de destruction systématique des populations juives menée par les Allemands. Ce renouvellement historiographique ébranle fortement la narration dominante élaborée progressivement durant l'époque communiste, une narration où la mort des Juifs polonais était un impensé de l'histoire nationale en tant que phénomène spécifique et un impensé absolument pas étudié en lien avec la société polonaise. Les seuls acteurs parfois évoqués étaient les Polonais aidant les Juifs et de rares dénonciateurs considérés comme des marginaux sociaux. Les interrogations sur les responsabilités de la société polonaise face au sort de leurs concitoyens juifs, ces interrogations commencent à être évoquées dans les années 80. Elles explosent dans un grand débat public au tournant des années 2000, avec en particulier le livre de Jan Gross, Les voisins, ouvrage d'ailleurs récemment réédité en français, qui examine minutieusement le rôle ouvertement meurtrier de civils polonais envers leurs voisins juifs. Et ceci dans la bourgade de Jedwabne, aux confins orientaux de la Pologne, à l'été 1941. Depuis, de nombreuses recherches vont être impulsées à la suite de ce livre, et notamment autour de nos chercheurs pionniers invités ce soir, recherches qui vont permettre d'étudier et de comprendre l'attitude des voisins envers les Juifs polonais, le quotidien de ces Juifs polonais aussi sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les villes comme dans les campagnes polonaises. Et le fruit de ces recherches s'est exprimé dans de nombreux ouvrages, le dernier en date étant ce volumineux et minutieux livre d'Eilei Jesnot. La narration de l'innocence s'effrite donc de plus en plus, et face à cette réalité, après des débats peut-être plutôt encourageants, en tout cas en apparence, de la part des pouvoirs publics au début des années 2000, de la part des institutions, les crispations se sont également affermies du côté de ceux qui ont toujours contesté cet examen lucide du passé pour les conséquences qu'il pourrait avoir sur la manière de se représenter la nation polonaise en contexte post-communiste en particulier, une représentation différente que celle d'une unique victime et éternelle victime de l'histoire. S'en sont suivies de nombreuses remises en cause, en particulier depuis 2015, culminant en 2018 par le vote d'une loi pénalisant quiconque imputerait à la nation polonaise, je cite, publiquement et contrairement à la réalité des faits, la responsabilité ou co-responsabilité de crimes nazis perpétrés par le Troisième Reich allemand. Une loi amendée pour sa partie pénale, mais qui conserve un versant civil rendant possible la poursuite en justice de chercheurs, notamment par des organisations non gouvernementales, comme c'est indirectement le cas ici. On y reviendra, même si ce n'est pas précisément cette loi invoquée, son esprit plane en tout cas sur ce procès, notamment donc, à la suite d'un passage du livre. Et donc, j'aimerais commencer une première série de questions et procéder un peu en cercle concentrique, en commençant par le procès en lui-même et tour à tour aborder la question de la place de l'historien face aux sources dans le cadre de ce procès, plus largement la portée politique de ce procès et enfin peut-être des questions qui pourraient se poser de manière similaire ou comparable ailleurs qu'en Pologne. Et donc, je souhaiterais ouvrir cette première série de questions en commençant d'abord en m'adressant d'abord à Barbara Engelking. Barbara, est-ce que vous pouvez
revenir sur le procès en lui-même, ou plutôt expliquer à nos spectateurs le passage de votre article qui est incriminé, pourquoi, comment, et les questions que cela pose dans le rapport qui est fait aux sources pour faire l'histoire, l'usage des sources. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Oczywiście, dobry wieczór. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie na to spotkanie i dziękuję też za wszystkie wyrazy solidarności, które dostaliśmy z Memoir i z Revue i od Ciebie, Audrey. I muszę powiedzieć, że w tych ostatnich trudnych miesiącach ogrom wyrazów solidarności i wsparcia, które do nas napłynęło z rozmaitych krajów i miejsc na świecie, to była naprawdę jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, czy też może najprzyjemniejsza w tym całym trudnym czasie. Ja może zacznę od opowiedzenia krótko tej historii i co się działo i tak naprawdę jak wyglądała historia, która została w książce streszczona do jednego akapitu i stała się pretekstem do wytoczenia nam procesu. Otóż ja pisałam tekst o Żydach w powiecie Bielsk-Podlaski. W tej książce opisaliśmy 9 różnych powiatów. Ja pisałam o Bielsku Podlaskim i opisywałam tam głównie historię, takie było zresztą założenie naszych badań, że skupiamy się na losach Żydów, którzy przeżyli na terenie każdego z tych powiatów i rozmaite strategie przetrwania opisywaliśmy i staraliśmy się opisać losy właśnie tych osób, którym się udało lub nie udało na terenie danego powiatu przeżyć. Na terenie powiatu Bielsk-Podlaski, który należał do Bezirk Białystok, to jest północna część Polski, początkowo pod okupacją radziecką, a później pod okupacją niemiecką. I tam likwidacja gett się rozpoczęła 2 listopada 1942 roku. Jednocześnie we wszystkich miejscach gromadzono Żydów w większych gettach i później wysyłano do Treblinki. I w czasie tych wywózek, przemieszczeń kilkaset osób co najmniej z tych rozmaitych gett uciekło. Jedną z uciekinierek z getta w Drohiczynie była właśnie młoda kobieta, która się nazywała Estera Siemiatycka. Uciekła z tego getta ze swoim kilkumiesięcznym synkiem, z siostrą i z 2 jej malutkich dzieci. Przez 2 tygodnie się w lesie nieopodal Drohiczynia przebywały. To już jest listopad, więc było zimno i nieprzyjemnie. Jej się udało kupić papiery. Przyszła tam jakaś Białorusinka, która sprzedała swój Ausweis. Ona kupiła od tej kobiety papiery i jak już miała te papiery, to postanowiła pójść do miasteczka, żeby wymienić jakieś rzeczy, czy kupić coś do jedzenia. I kiedy wyszła z tego lasu, to jednocześnie w tym samym czasie zobaczyła, że tam przyjeżdżają furą, wozem grupa ludzi i jej dziecko, jej synek i siostra z 2 dzieci zostali zabrani na posterunek i zginęli. I Estera pobiegła wtedy przez las i dobiegła do miejscowości, która się nazywała Malinowo. To było mniej więcej 17 kilometrów od tego miejsca, gdzie się ukrywały. I tam poszła do sołtysa, który się nazywał Edward Malinowski. Ten sołtys się natychmiast zorientował, że ona jest Żydówką. Postanowił zabrać rzeczy, które ona miała na przechowaniu jednego z sąsiadów w Drohiczynie. Zabrał jej połowę pieniędzy, które ona miała przy sobie, ale jednocześnie uratował jej życie, ponieważ ona, gdy przyszła do niego i miała już te papiery na Marianna Bojalska, poprosiła go, żeby on zaprowadził ją na posterunek policji, mówiąc, że jest Polką, która uciekła z robót przymusowych. I on faktycznie zabrał jej te rzeczy, zabrał jej pieniądze, ale uratował jej życie, poszedł z nią na ten posterunek i powiedział, przedstawił ją, że to jest Polka, która uciekła z robót. Ona została skazana na miesiąc takiego obozu w Bielsku Podlaskim, w obozie karnym, a potem została wysłana do Kętrzyna, to było na terenie Prus Wschodnich, Rastenburg się nazywało to miasto, i tam znalazła pracę jako gospodyni domowa w jakiejś niemieckiej rodzinie. Tam było zresztą wielu Polaków na tych robotach przymusowych, którzy się też między sobą kontaktowali. Ona chciała uchodzić za Polkę, po pierwsze, a po drugie, ponieważ nie miała żadnych bagażu, żadnego ze sobą, bo została
ograbiona wcześniej, napisała do tego Edwarda Malinowskiego, prosząc, żeby jej przysłał jakieś ubranie. Tak się złożyło, że w Malinowie było więcej osób, które się nazywały Edward Malinowski. I oprócz tego Edwarda Malinowskiego, który był sołtysem, był też drugi mężczyzna, młodszy od niego, który też się nazywał Edward Malinowski. I poczta niemiecka ten list zaadresowany do Edwarda Malinowskiego przekazała temu młodemu. I Estera zaczęła z nim korespondować, nie orientując się początkowo, że to jest kto inny, ale to szybko się wyjaśniło. I zaczęła też z nim prowadzić wymianę handlową. On jej przysyłał jakieś rzeczy, ona sprzedawała, coś tam jemu wysyłała i nawiązali jakiś kontakt. I na początku 1944 roku, kiedy Estera dostała urlop, nie miała dokąd pojechać. Polacy zwykle jechali do domu. Ona nie miała dokąd z tych robót przymusowych na urlop pojechać i zdecydowała, że pojedzie do tego Malinowa. Pojechała do tego młodego Edwarda Malinowskiego i wówczas się okazało, że cała wieś mówi o wydarzeniu, które niedawno miało miejsce, a było to takie wydarzenie, że w pobliskim lesie ukrywało się 22 Żydów, którzy zostali wydani Niemcom. Niemcy urządzili obławę i tych Żydów wymordowali. We wsi mówiło się o tym, że jedną z osób odpowiedzialnych za śmierć tych Żydów jest sołtys Malinowski. On pełnił funkcję, która predestynowała go do takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje we wsi i wokół wsi. Natomiast wydał tych Żydów prawdopodobnie kto inny, Gajowy, to nie było jasne, natomiast o tym wydarzeniu się bardzo dużo mówiło. I Estera też była przekonana, że sołtys Malinowski coś wspólnego z wydaniem, ze śmiercią tych Żydów miał. Tak ta historia pokrótce wyglądała. Estera potem wróciła do tego Rastenburga, przeżyła tam wojnę, wyszła za mąż za Polaka, którego poznała na tych robotach przymusowych. Nazywała się później Maria Wiśniewska i mieszkała po wojnie we Wrocławiu. W 1968 roku już z 2 synami wyjechała z Polski i zamieszkała w Anglii. W Szwecji. W międzyczasie, w 1949 roku, sołtys Malinowski miał proces. Część mieszkańców wsi oskarżyła go o to, że w czasie wojny współpracował z Niemcami. W Polsce dużo było takich procesów, które rozliczały postawy i współpracę z Niemcami w czasie wojny. I sołtys Malinowski był podejrzany w tej sprawie również o współpracę z Niemcami i szkodzenie mieszkańcom wsi. O samym tym procesie może powiem, kontekst tego procesu może opowiem później, natomiast istotne jest to, że na tym procesie jedną ze świadków była właśnie Estera Siemiatycka, wówczas już nazywała Maria Wiśniewska, i ona zeznała na tym procesie, częściowo zgodnie z prawdą, że sołtys uratował jej życie. Nie powiedziała nic o tym, że ją ograbił, nie było mowy ona nie mówiła nic o wydawanych Żydach. Było na ten temat się dużo mówiło na procesie, natomiast zostało ustalone, że wydał Żydów ktoś inny, natomiast sołtys Malinowski przyznał się do tego, że on na polecenie Niemców zorganizował obławę. Czyli to znaczy tyle, że z kilkoma mężczyznami ze wsi, prawdopodobnie uzbrojeni w jakieś kije albo widły, poszli do tego okopu czy do tych ziemianek, w których ci Żydzi mieszkali, wygonili ich stamtąd prosto pod niemieckie karabiny, czyli w jakimś sensie też w moim przekonaniu jakąś współodpowiedzialność za śmierć tych Żydów ponosili. No ale w efekcie tego procesu sołtys został uniewinniony i nie poszedł do więzienia. Jak wspominałam, naszym głównym tematem zainteresowań przy pracy nad książką były losy Żydów, którzy się znajdowali na terenie powiatów, a Estera Siemiatycka była osobą, która przeżyła poza powiatem. Takich osób z całego mojego powiatu bielskiego na tych kilkuset, na 900 osób, których losy badałam, było 5, więc jest to w ogóle, była to dla mnie jakaś bardzo
marginalna sprawa i mało istotna, ale ponieważ przesłuchałam wywiad z Esterą, który ona złożyła w 1996 roku w Shoah Foundation i miałam jakoś wyrobioną opinię na temat jej losów, to napisałam o niej króciutki akapit, 3 zdania dosłownie, które może przeczytam dokładnie, bo to był właśnie początek tego całego procesu. Napisałam tak. Estera Drogicka z domu Siemiatycka po stracie rodziny, zaopatrzona w dokumenty kupione od Białorusinki, postanowiła wyjechać do Prus na roboty, w czym pomógł jej sołtys Malinowa Edward Malinowski. Przy okazji ją ograbił. I w grudniu 1942 roku trafiła do Rastenburga, Kętrzyna, jako pomoc domowa w niemieckiej rodzinie Fitkał. Nie tylko poznała tam swojego drugiego męża, Polaka, który także był na robotach, lecz rozwinęła działalność handlową, przysyłając Malinowskiemu paczki z rzeczami na sprzedaż. Odwiedziła go, gdy jechała na urlop do domu. Zdawała sobie sprawę, że jest on współwinny śmierci kilkudziesięciu Żydów, którzy ukrywali się w lesie i zostali wydani Niemcom. Mimo to na jego procesie po wojnie złożyła fałszywe zeznania w jego obronie. No i ten akapit się stał pretekstem, powodem, okazją do wytoczenia nam procesu. W czerwcu 2019 roku razem ze współredaktorem książki, profesorem Janem Grabowskim, zostaliśmy pozwani przez bratanicę zmarłego sołtysa Edwarda Malinowskiego, panią Filomenę Leszczyńską, o naruszenie jej dóbr osobistych. Zażądała od nas 100 000 złotych i umieszczenia w kilku gazetach przeprosin, tekstu z przeprosinami. No i za całą tą historią oczywiście stoi nie tylko pani Filomena Leszczyńska, która ma 80 lat i jest prawie niewidoma i na pewno sama tej książki nie czytała, tylko stoi Reduta Dobrego Imienia. I może zostawię profesorowi Grabowskiemu przyjemność opowiedzenia, co to jest Reduta Dobrego Imienia i o co w tym wszystkim chodzi. Dziękuję. Merci beaucoup de nous avoir rappelé précisément ce dont il est question dans ce procès. Je pense que c'était vraiment important, voilà, ceci d'autant plus que le livre n'est pas encore disponible en français. On espère, on souhaite qu'il le sera bientôt. Hein, je crois savoir qu'il sera bientôt disponible en anglais et nous l'espérons aussi en français. Et donc voilà, c'était vraiment important qu'on ait l'ensemble des détails du passage incriminé et voilà, et de la procédure. Et effectivement, j'aimerais maintenant me tourner vers Jan Grabowski, donc, qui, je le rappelle, est également inculpé, alors en tant qu'éditeur, hein, puisque le passage en question a été écrit par Barbara Engelking, mais vous êtes tous les deux les éditeurs, les directeurs de ce monumental ouvrage, hein, donc ce n'est pas pour avoir écrit ce passage, mais comme si un éditeur était responsable effectivement de l'ensemble de l'ouvrage et donc de l'ensemble de toutes les notes de bas de page et de la vérification de toutes ces notes de bas de page de chacun des auteurs de ce volume collectif. Et donc ce simple fait, ce simple rappel montre bien qu'on est déjà certainement bien au-delà d'une simple question de diffamation d'une personne qui pourrait se sentir offensée par le portrait dressé de son parent qui n'est pas conforme à sa conviction personnelle. Hein. On sent bien que ça va au-delà, qu'il y a probablement une visée d'intimidation, enfin en tout cas qu'il y a quelque chose derrière le simple fait de soulever ces questions de co-responsabilité polonaise. Hein. Du reste, hein, comme ça a été rappelé en introduction hein, par Julie, hein, on avait déjà pu sentir des pressions et eu cette expérience assez douloureuse en 2019 hein, lors de ce colloque à l'EHESS à Paris, hein, lors
lors de la présentation, en fait, c'était une présentation en France, notamment de certains auteurs et certains articles, certains aspects de votre livre, ainsi que d'autres collègues et d'autres recherches autour de la Shoah en Pologne. Et effectivement, comme ça a été rappelé, ce colloque avait été vraiment perturbé de manière extrêmement violente. Donc, tout ça pour vous demander votre opinion sur voilà, cette dimension derrière le procès. Qu'est-ce qu'il se joue sur toutes ces questions, s'il vous plaît. Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez m'entendre? Ça va? Parce que ma connexion d'Internet est vraiment, je vois, instable, donc je n'ai pas entendu la dernière partie de votre question, mais maintenant ça m'arrive. Donc d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à tous nos collègues français qui nous ont appuyés, comme le professeur Engelking a mentionné. Merci beaucoup. C'est vraiment précieux pour nous. Maintenant, avec la question que Audrey vous avait posée, bon. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'une procédure de litige civil simple. Il s'agit d'une attaque contre le chercheur qui sont, bon, sans fausse modestie, assez bien connus au monde. C'est en fait la tentative de la part de l'État polonais très nationaliste de suffoquer le débat, de fermer le débat, de semer la peur, de geler le débat en Pologne, mais possiblement aussi à l'extérieur de la Pologne. Je veux en parler un peu dans quelques mots bien tout de suite. Alors, comme professeur Engelking a mentionné, nous faisons face à un litige au civil, procédure entamée allègrement par cette dame. Mais en réalité, on sait très bien que c'est une, comme on l'appelle en anglais, gongo, c'est-à-dire l'organisation ONG appuyée par le gouvernement de façon très, très ferme, de façon financière, qui s'appelle cette forteresse de défense de bon nom de la nation polonaise, le nom un peu loufoque, mais en fait, ce sont les gens qui aujourd'hui sont au pouvoir en Pologne aujourd'hui. Donc, si on regarde de près le litige lui-même, on voit tout de suite, quand on regardait avec nos avocats, les gens magnifiques qui travaillent pro bono pour nous, on a regardé le litige, bon, en fait, l'acte de l'accusation contre nous, on a pu voir que la procédure a été entamée sans frais judiciaires parce que, comme on soulève la question de la défense du bon nom, de la réputation de nation polonaise, selon la notoire loi sur l'Holocauste polonaise, cette procédure peut entrer en cours sans frais. Donc, c'est déjà un signe qu'il s'agit ici de quelque chose de plus profond qu'un litige simple. Mais si on lit par la suite le chef des files d'accusation, on voit qu'on réclame ici le droit de la protection dans le cadre de ces litiges. On demande le droit de protection des soi-disant biens personnels. Ce qui est très bien. Dans la procédure normale, on sait très bien que les biens personnels, c'est comme par exemple l'honneur familial. Bon, c'est évident que les gens ont droit à la protection de leur honneur personnel. Mais ici, on demande quelque chose de plus. On demande le droit de la protection de la fierté polonaise nationale. On demande le droit de la protection de l'identité nationale. Les expressions qui n'ont jamais été vraiment identifiées dans la procédure civile en Pologne, mais que les organisations gongos, comme cette fameuse redoute de défense du bon nom de la Pologne, veulent introduire dans la procédure pour, en fait, avoir les outils, comme on dit en anglais, le blunt instruments, les outils forts pour en fait battre les chercheurs qui sont critiques, dont les travaux vont à l'encontre de ce que les nationalistes polonais veulent voir. Donc il y a ici cette question d'un procès qui s'en va beaucoup plus loin que la question de l'honneur familial, allègrement se trouvant au fond
de cette histoire. Mais la chose par la suite, pourquoi, en fait, on peut se poser la question, pourquoi nous autres en France ou ailleurs, on devrait s'intéresser à cette procédure assez lointaine. Or, pendant la sentence, donc le mois dernier, la conclusion, la sentence qui a été annoncée, en fait, dans la cour du district de Varsovie, la juge a tranché de façon qui devrait vraiment inquiéter tous les historiens et les historiennes partout au monde, parce que les autorités dans les autres pays peuvent aussi reprendre ce chemin, je dirais, logique. Notamment, la juge a tranché, en fait, que nous devons nous excuser pour avoir diffamé la réputation de l'oncle de Madame Leszczyńska ici, que nous devons donc nous offrir nos excuses d'avoir mis à l'ombre sa réputation, nuit à sa réputation, et aussi changer le paragraphe en question dans les éditions futures. Mais ce qui a été beaucoup plus problématique, c'est que le juge a tranché que les historiens et les historiennes comme nous ne pouvons pas lancer les hypothèses sur la culpabilité, non-culpabilité, sur le passé, si on a le conflit de sources, c'est-à-dire si on a un témoignage, disons-nous, d'une survivante juive qui a été citée par la professeure Engelking, et d'autre côté, on a le témoignage dans la procédure criminelle devant un tribunal polonais des années 40 ou 50. Donc, si ces deux versions se contredisent, bon voilà, nous comme historiens et historiennes ne pouvons plus formuler aucune hypothèse. Et donc, cette partie de jugement, c'était pour moi, pour les historiens, c'est un signal que les choses détériorent, que l'État autoritaire, comme celui en Pologne, s'est doté maintenant d'un outil qui pratiquement, de façon pratique, peut tout de suite geler. Si nous ne sommes pas en mesure de gagner les causes qu'on va porter en appel, cette partie de jugement va probablement geler l'étude sur l'Holocauste, la recherche sur l'Holocauste, parce que si on nous dit que le témoignage des survivants juifs sont dépendants de la tradition de documentation judiciaire qui est vraiment très complexe, qui est très compliquée. Donc, à ce moment-là, on peut aussi bien fermer la boutique et dire que la recherche indépendante sur l'Holocauste en Pologne devrait terminer. En fait. Donc, ce sont les grandes lignes ici, mais ce qui est encore plus dramatique, je dirais, pourquoi cette question a cette importance plus globale. Notamment, comme vous le savez, partout en Europe, le gouvernement cherche la possibilité de gérer, de contrôler le discours historique de façon plus agressive ou moins agressive. Les autorités ont leurs projets, leurs petits jeux, leurs projets nationaux qu'ils veulent protéger. Maintenant, avec cette procédure, ce litige civil comme un chemin de théoriser en fait le chercheur, on peut s'imaginer très tranquillement, surtout en Europe de l'Est, évidemment, mais la tentation peut être visible ailleurs aussi, de, comme on dit, légiférer l'histoire. Donc, ça va être possiblement l'autre partie de notre conversation, mais en fait, je vois ici un danger, grand danger immédiat. Donc, l'État polonais combattant, militant, nationaliste montre le chemin des terres, de supprimer les chercheurs indépendants. Merci beaucoup pour ces premières pistes. Je pense qu'elles appelleront à des développements et à de nombreuses questions. Et du coup, j'aimerais, ça offre un peu une transition toute trouvée
interpeller et poser la question à notre troisième intervenant de ce soir, Paul Gradvoll. Paul, voilà, en tant que spécialiste notamment de la Hongrie, mais plus largement des pays d'Europe centrale, comment penser toutes ces questions de politique historique, d'intervention du politique et de la justice sur le travail des historiens. Voilà. Est-ce que Jan Grabowski a déjà clairement indiqué que cette affaire qui était en cours en Pologne dépassait le simple cadre polonais et que nous devrions toutes et tous, en tant qu'historiennes et historiens, et peut-être même au-delà, être vraiment concernés par ce qui se passe. Voilà, comment vous voyez les choses d'un point de vue plus centre-européen et encore plus large, s'il vous plaît. Merci. Tout d'abord, je ne peux que commencer mon propos en témoignant le choc qu'a provoqué le résultat non seulement de la conférence de février 2019 à l'EHESS, qui pour beaucoup de Français a été une révélation sur la violence qu'on pouvait exercer à l'encontre des historiens, avant même ce qui s'est passé récemment dans le procès qu'on vient de mentionner. D'autre part, bien évidemment, on ne peut que souscrire à ce que viennent de dire nos deux collègues et les soutenir, parce que, comme l'a dit Yann, cela concerne tous les historiens et malheureusement même pas seulement ceux qui ont affaire à la Shoah. Car la tendance des États aujourd'hui, et ce n'est pas d'hier, a toujours été d'avoir une forte tentation d'utiliser l'histoire pour légitimer le pouvoir au jour le jour, et ces derniers temps, je dois dire, une accentuation des pressions. Alors, en France, on se souvient très bien qu'il a fallu attendre un geste finalement assez personnel de Jacques Chirac pour qu'en 1995, et la France n'a pas connu de domination communiste comme la Pologne, on puisse dire officiellement que l'État de Vichy avait existé, agi dans le cadre de la Shoah stricto sensu. Ça a pris quand même très longtemps. Donc, ce qui se passe en Pologne n'est pas un sujet de surprise totale quand on se souvient des expériences dans divers pays. Alors, je voudrais simplement donner quelques axes de réflexion. Le premier, et j'enverrai le lien à tout le monde, c'est qu'en France aujourd'hui, grâce à une opération de modification législative, l'accès à une partie des archives n'est plus possible. On vient d'inventer un système où, après 1934, en pratique, il est possible de ne pas déclassifier des documents, ce qui est proprement incroyable et un recul même par rapport aux années 70-80. Donc, les historiens français, et en particulier l'association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont aujourd'hui en phase de lutte extrêmement active contre une première chose, à savoir l'accès aux sources, la limitation de l'accès aux sources. Et c'est un phénomène qui est extrêmement grave. Le groupe de recherche auquel j'appartiens, le CIRIS, organise une conférence ce vendredi après-midi sur cette question. Et une conférence qui associe des historiens dont je puis vous assurer que politiquement, ils sont de tous bords. Tellement la situation est dramatique. Deuxièmement, on peut revenir au cas que notre collègue, notamment Fabien Théophilakis, spécialiste d'affaires allemandes, est en train d'essayer de promouvoir en Allemagne par le biais d'un procès
auprès des autorités allemandes, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour obtenir des documents tout à fait importants pour l'histoire de l'après-Shoah, à savoir les documents qui prouvent que le service secret allemand BND, le service officiel, a financé la défense du nazi Eichmann lors de son procès à Jérusalem. Et que la façon dont on voit le procès, quand on sait ce genre d'informations, et on attend encore de voir l'ouverture des archives, risque d'être fortement modifiée, puisque l'intérêt des acteurs de la guerre froide de l'époque était de masquer l'implication de toute une série de gens qui ont été utilisés ensuite notamment par les États-Unis pour faire de l'espionnage à l'Est. Donc, il faut bien voir que les questions que nous traitons pour des raisons très diverses, mais notamment des questions de bonne réputation d'une nation X ou Y, et ça concerne tous les États en Europe ou presque, est aujourd'hui centrale. L'ouvrage récent de Nadège Ragaru est admirable de ce point de vue-là. Je vous le présente, vous le retrouverez très facilement en librairie. Il parle du cas bulgare qui anticipait sur la Pologne, puisque la Bulgarie, déjà à l'époque communiste, se présentait comme l'endroit où on avait sauvé les Juifs. En Pologne, le discours sur les Polonais ont sauvé les Juifs, sous le communiste, on ne l'entendait pas, hein, c'était pas très à la mode, puisque les Juifs, ils n'étaient pas très morts, c'était des Polonais qui étaient morts. Et je rappelle qu'à Auschwitz même, la mention des Juifs en tant que telle a pris beaucoup de temps à faire surface. Hein, je conseille à tous les lecteurs de se reporter, enfin nos auditeurs de se reporter aux ouvrages d'Annette Villorca ou de Tal Brutman sur la question, c'est limpide. Et je voudrais, pour finir, faire une mention à quelque chose qui me semble important. Nous sommes en Europe, me semble-t-il, plus désarmés qu'aux États-Unis, par exemple, où depuis 1985, l'association appelée National Security Archives, on va mettre les liens en ligne, se bat pour, juridiquement, font des procès sur procès sur procès pour faire ouvrir la documentation. Ce qui m'amène à un dernier point. En fait, le rapport de l'historien au judiciaire est conditionné au départ pas par le judiciaire lui-même, mais par le législateur, les lois qui sont votées, puis la façon dont elles sont appliquées par l'administration judiciaire. À tous ces niveaux-là, nous sommes confrontés à des attaques presque impensables contre le travail des historiens. Il est tout à fait typique que vous ayez été, chers collègues, attaqués tous les deux au nom de la diffamation, car une des grandes nouveautés juridiques des années 90, 2000, 2010, ça a été au moment de l'ouverture potentielle des archives des anciens services de sécurité communistes, la fermeture de ces archives au nom de la défense des droits de la personne. Et ça, on a vu ça dans des articles, dans des affaires qui n'étaient pas relatives à l'époque de la guerre, mais postérieures. Et la situation devient aujourd'hui, par exemple, absolument étonnante en Roumanie, où une juge qui s'attaque à un patron de presse qui a fait fortune avec l'argent de la Securitate pour laquelle il travaillait, est aujourd'hui en situation très difficile parce que ce brave homme a eu le bon goût d'acheter la publication d'études juridiques de référence et que tout le monde dépend de cette publication en partie, semble-t-il, ce qui limite le courage de l'appareil judiciaire roumain. C'est pour dire que les questions que nous évoquons aujourd'hui, et je rejoins là parfaitement Yann, ne sont pas des questions seulement polonaises. Nous sommes dans un contexte, et c'est pour ça que l'initiative d'Audrey mérite vraiment d'être saluée avec la revue d'histoire de la Shoah,
et le mémorial. Nous sommes dans un contexte où les questions que nous traitons touchent par exemple aussi le Rwanda. Je vous rappelle qu'en France, la dernière histoire où la justice a dû intervenir pour libérer des documents, c'était lié au Rwanda. Et ces documents se sont avérés être tout à fait probants quant à des formes d'implication française qu'on avait tues. Voilà ce que je voulais dire dans cette partie d'exposé préliminaire. Merci. Merci beaucoup Paul pour cette très large mise en perspective, très salutaire également, et qui, je suis certaine, nourrira largement la discussion. Je vois que le temps passe, que nous souhaitons maintenir du temps pour les questions. Donc pour cette peut-être deuxième série de prises de parole, j'aimerais, plutôt que de poser des longues questions appelant elles-mêmes des longues réponses, peut-être revenir un par un à nos intervenants pour leur demander peut-être déjà éventuellement s'ils souhaitent réagir à ce qui vient d'être dit, et peut-être poser une même question, un peu plus de prospective. Voilà. Et maintenant, que fait-on? Donc, en commençant par Barbara, et maintenant, comment continuer à travailler nos sources, et comment continuer à faire une recherche en Pologne, puisque c'est depuis Varsovie que vous nous parlez, et je poserai un peu les mêmes questions par la suite à nos deux intervenants suivants. Voilà, en répondant rapidement. Dziękuję bardzo. Jest oczywiście obawa, że tego rodzaju procesy mają charakter mrożący i że to zniechęci ludzi do zajmowania się zagładą, szczególnie młodych ludzi, których sytuacja zawodowa nie jest tak ustabilizowana jak nasza. My mamy jednak etaty, mamy pracę, mamy dorobek i niewątpliwie nasza sytuacja jest łatwiejsza niż kogoś, kto dopiero zaczyna się zajmować nauką i zastanawia się, jaki temat wybrać. I na pewno będą ludzie, którzy uznają, że zagłada Żydów nie jest tematem dobrze widzianym i czekają na tym polu rozmaite rafy i lepiej się zająć czym innym. A z drugiej strony ja sobie tak myślę czasem, że zagładą się nie zajmują ludzie przypadkowi i że to jest taki temat moralny, który dla młodych ludzi właśnie z tego powodu jest bardzo atrakcyjny, że moralne, etyczne, egzystencjalne i różne inne aspekty doświadczenia zagłady są pewnym wyzwaniem i że mogą się znaleźć ludzie, którzy uznają, że właśnie dlatego, że to jest taki niełatwy i trudny temat, będą chcieli się nim zająć. Więc wydaje mi się, że z jednej strony może oddziaływać ten efekt mrożący, a może być też odwrotnie, znaczy, czy znajdą się inni ludzie, którzy i też z przekory i z chęci przeciwstawienia się zakazom i z takiej potrzeby zajęcia się czymś trudnym będą właśnie się chcieli zająć tematem zagłady Żydów w Polsce. Także zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję. Merci pour une vision avec tout de même quelques perspectives. Yann, voilà, même chose. Alors évidemment, vous n'êtes pas en Pologne, mais au Canada. Normalement, on a bien compris les attaques dont vous êtes l'objet. Et voilà, donc un peu même question. Et puis aussi, hein, comment faire face à cet arsenal, cette politique de manipulation de l'histoire. Est-ce qu'on peut avoir des stratégies, comment en historien essayer de faire face à ça, parce que c'est extrêmement complexe. En fait, je suis pas au Canada, je suis maintenant une heure à l'extérieur de la Pologne, mais depuis 3 mois, je suis en Pologne, je reviens en Pologne en quelques jours, donc depuis presque un an, je suis
en profitant de l'épidémie, je peux enseigner en fait à partir de ma Varsovie natale. Donc je suis en Pologne, basé en Pologne depuis assez longtemps. Donc la question est maintenant, comme la professeure Engelking a mentionné, la question de ce gel, c'est bien possible qu'il y aura toujours les gens qui sont en fait, comme on dit, mordus par la Shoah, qui sont passionnés, qui doivent faire ce genre de travail. Mais est-ce qu'on peut bâtir l'histoire, l'historiographie sur l'enthousiasme? Peut-être, peut-être non. Le problème de cette gel que je vois, ça va plus loin. Maintenant, je suis devenu la cible en fait de cette vraiment furie des autorités et de leurs acolytes. Donc, c'est le niveau de cette campagne de la haine, c'est quelque chose qui m'a surpris un peu. Mais ce que je vois maintenant, c'est déjà la question de blocus, de l'empêchement de l'accès, comme Paul l'a dit, aux archives. Donc, ce sont les archivistes eux-mêmes maintenant qui ont la peur. Je travaille maintenant dans les archives provinciales. Je vois déjà que le directeur des archives provinciales en Pologne savent très bien d'où le vent s'approche. Donc, est-ce qu'on veut vraiment avoir les ennuis? La question bureaucratique est bien simple, non. On ferme donc l'accès, sinon on commence à fermer, ça j'ai ressenti déjà. Donc le problème de ce genre-là va continuer, va s'élargir évidemment. Nous, les humanistes, nous sommes les animaux assez fragiles. Et si nos étudiants ne reçoivent plus de financement. C'est en Pologne maintenant, nous avons un ministre de sciences et de l'éducation qui ouvertement dit que les minorités sexuelles, ce ne sont pas les êtres humains à titre entier, qu'il faut maintenant refaire la structure des financements de l'humanité. En tout cas, je ne veux pas entrer en détail, mais la situation est très grave. Je suis certain que les autres gouvernements vont, comme en Ukraine ou en Lituanie ou en Hongrie, vont profiter de cette leçon, vont tirer la leçon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que dans la partie de réponse aux questions de nos auditeurs, auditrices, on va essayer de répondre à cette question. Mais il y a des choses que nous, comme savants, comme scientifiques, académiques, que nous pouvons faire, mais nos options sont assez limitées. Merci. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de questions effectivement de notre public. Voilà, je terminerai par Paul qui aura certainement envie de réagir, peut-être nous parler de la Hongrie ou pas. Donc, je te laisse les quelques minutes avant de laisser la voix aux nombreuses questions qui se pressent sur le chat de notre public très nombreux. Bien. Très brièvement, premier point qu'il faut signaler, c'est que nos collègues, comme tous les autres, n'ont pas eu accès aux archives de l'Église polonaise. Ils sont terriblement fermés. Et l'Église prend ici une responsabilité dramatique dont on voit que même au Vatican, c'est l'heure de l'ouverture des archives de Pie XII. Mais il semblerait que le pape François n'appartienne pas à la même Église que l'épiscopat polonais. De ce point de vue-là, au moins. Et je pense qu'il est très important de le rappeler. Deuxièmement, puisqu'on parlait de la Hongrie, cela va malheureusement dans le sens précisé par Yann. J'ajouterai un élément, plutôt deux. Le gouvernement hongrois adore créer des institutions où il installe des fidèles à lui, comme l'Institut Veritas et d'autres instituts qui sont censés s'occuper d'histoire. Et dans le cas de l'Institut Veritas, celui-ci reçoit même des archives de l'État, qui ne sont plus gérées comme ça par les archives nationales, et notamment des archives liées aux affaires de compensation et de biens tels qu'ils ont été redistribués ou pas autour de 89. Donc là encore, on le voit bien, il s'agit de protéger des manœuvres frauduleuses, et nous nous trouvons dans une situation
où au nom de la souveraineté, ce qu'on protège, ce sont diverses formes de corruption et cela se retrouve beaucoup dans toute cette région et pas seulement. Pour revenir à la Hongrie, je voudrais juste rappeler une situation proprement stupéfiante. Depuis 2014, aurait dû être ouverte la Maison des Destins, qui a déjà bénéficié de milliards de forints, autrement dit de dizaines de millions d'euros de financement. Elle n'est toujours pas ouverte. Elle a été confiée à un groupe d'orthodoxes juifs favorables à M. Orban et à M. Netanyahou, qui sont toujours maintenant, qui n'ont toujours pas été capables d'ouvrir cette maison dans des conditions à peu près fiables. Or, elle aurait une mission qui devrait être comparable à celle du mémorial grâce auquel nous discutons ensemble aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Paul. Bien, je pense que voilà, le moment est venu de répondre à un certain nombre de questions. Alors, du coup, je reviens vers Julie parce que je ne sais pas si on Oui. comment Alors, fonctionner pour cette deuxième partie. Alors, je vais tenter de remonter et de gérer donc les questions qui sont effectivement nombreuses, Audrey. Mais tout d'abord, donc un grand merci à tous les quatre pour cette discussion très riche et intéressante. Je vais donner la parole, je vais relayer les questions qui ont été posées par écrit, mais je vais d'abord donner la parole à Liliane. Donc, Alexandre, si tu peux ouvrir le micro de Liliane. J'ai ouvert le micro de Liliane. Vous devez valider. Alors, toujours. Tu peux passer à François. Oui, donc dans l'attente que Liliane valide, on va demander à François, qui a levé la main également. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir, merci pour ces interventions. J'avais effectivement posé quelques questions par écrit et je vais les reformuler. La première est très simple, mais j'aimerais avoir confirmation. J'aimerais savoir combien de Juifs habitent encore en Pologne. Deuxièmement, j'aimerais savoir combien de Juifs avaient été priés de quitter la Pologne en 1967-68, en même temps que ma grand-mère paternelle, un oncle et deux tantes, et ce, sous prétexte de prise de position en faveur d'Israël et de crise économique à cause des Juifs. Je viens d'apprendre que une jeune femme, donc l'histoire racontée par Barbara Engelking, avait aussi quitté en 1968. Je ne sais pas si c'est la même chose. Et la dernière question, c'est j'aimerais également savoir combien de Juifs ont été priés de quitter la Pologne sous le règne du président Wałęsa et les raisons invoquées. En 95, oui. To może ja odpowiem, bo nie opuściłam Polski w 1968 roku zupełnie. Wprost przeciwnie, jestem w Polsce od urodzenia w 1962 roku do dzisiaj i nie mam zamiaru Polski opuszczać. W 1968 roku wyjechało około 15 000 Żydów, natomiast to, ilu w tej chwili jest w Polsce Żydów, jest kwestią niejasną, dlatego że co innego jest autodefinicja i deklarowanie się jako Żyd albo Żyd wierzący, a co innego jest bycie uważanym za Żyda. Ilu ludzi podaje w spisie powszechnym tożsamość czy przynależność i czuje się Żydami, to się okaże niedługo, bo w tym roku właśnie będzie spis powszechny w Polsce, więc pewnie za kilka miesięcy, czy też w ciągu najbliższego roku będzie można to powiedzieć. Z tego, co się orientuję, to przynależy do rozmaitych gmin żydowskich w Polsce około 1000 osób. Natomiast nie ma żadnych danych, które by mówiły na temat tego, ile osób wyjechało, ilu Żydów wyjechało z Polski w 90. latach.
Ja przynajmniej takich danych nie znam. Dziękuję. Si je peux juste ajouter que le nombre de gens qui ont été forcés de quitter la Pologne entre 68 par la suite, pendant la purge antisémite de mars 68, je pense que le nombre s'élève à environ 18 000, si je ne me trompe pas. Merci, on va passer la parole à Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais une question plutôt dirigée vers nos panélistes polonais. Est-ce qu'ils pourraient nous expliquer le rôle de cet institut sur la mémoire nationale en Pologne, IPN, et est-ce que selon eux, cet institut n'est pas en train de diffuser une histoire officielle assez particulière? Je vous remercie. Est-ce que Barbara, si tu veux commencer ou? Bon, je peux commencer donc. Je dois dire que l'Institut de la mémoire nationale, en polonais IPN, c'est l'animal assez curieux, c'est une en fait curiosité à l'échelle mondiale, un institut qui est chargé par les autorités d'influencer la compréhension historique de la société polonaise, développer le discours historique, de surveiller la situation en historiographie. C'est une institution dotée d'un budget de 420 000 zloty polonais qui équivaut à environ 100 millions d'euros par année, où il y a une centaine d'historiens employés. C'est une organisation qui, surtout sur le gouvernement courant nationaliste polonais, a fait un virage extrêmement fort à droite, jusqu'à ce point que le mois dernier, ils ont nommé un ex-néofasciste à la tête de leur institut à Wrocław, la deuxième plus grande ville en Pologne. Quelqu'un qui a offert il y a 10 ans de façon officielle le salut hitlérien. Donc, il y a en fait le genre d'extrême droite, de forte droite qui contrôle cet institut. Et il faut dire que l'attaque menée contre nos recherches a été ordonnée par les autorités centrales et conduite par l'IPN. Donc, moi, depuis des années, je réclame l'abolition de cette institution. Espérons-nous que cette postulat que j'ai lancé il y a déjà 5 ans, un jour, va aboutir à l'abolition de cette institution très, très néfaste comme IPN. Je voulais juste rajouter ou compléter, parce que parfois on a des personnes qui comprennent pas trop, hein, qu'il y a effectivement eu cette évolution politique, enfin que l'IPN n'a pas toujours eu ce rôle, hein, puisque je rappellerai simplement qu'une des premières missions de l'IPN au moment de sa création a été précisément d'enquêter au début des années 2000 à la suite du livre de Jan Gross, hein, sur Yad Vavneh, et le volumineux livre qui est sorti de cette enquête de l'IPN allait plutôt dans le sens du livre de Jan Gross. Il y avait effectivement il y a plusieurs questions. Des nuances, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette institution a pris un tour politique qui a toujours été une institution politique, mais le virage politique actuel a eu des conséquences sur cette institution et ce qu'elle est devenue, et aussi la part croissante en termes de puissance de frappe qu'elle a aujourd'hui. Hein. Donc, je voulais juste rappeler ça. Est-ce qu'on a d'autres Oui, bien sûr. Donc, il y a plusieurs questions qui convergent sur l'attitude des autorités européennes et également de l'Union européenne. Donc, je les relis.
Les autorités européennes et françaises ont-elles fait savoir leurs préoccupations, entre guillemets, vis-à-vis de ces atteintes contre la recherche historique? Une autre question, pour la Pologne, peut-on envisager une pression dans le cadre de l'Union européenne, comme pour les autres atteintes par la Pologne à l'état de droit? Très bien. Alors, pour ce qui est précisément des suites de ce qui s'est passé en 2019 à l'école des hautes études pour ce colloque donc organisé à l'EHESS et auquel je participais, que je co-organisais, il y a eu des répercussions puisqu'il y a même eu des échanges qui sont montés jusqu'au niveau du ministère, de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'est adressé à son homologue polonais, qui a reçu une réponse. Donc il y a eu vraiment une protestation. Voilà, c'est quand même monté assez loin, mais donc une préoccupation quand même jusqu'au niveau le plus élevé politique en France. Peut-être pour ce qui est des instances européennes, peut-être que Paul pourrait prendre le relais, parce que je sais qu'il a suivi plusieurs affaires de près, donc je te laisse la parole. Paul, votre micro. Paul, il faut déclencher votre micro en bas à gauche. C'est bon. Pardon, j'ai inversé le geste. Pour ce qui est de l'Union européenne et de la Pologne, nous sommes dans une situation qui ne met pas seulement en cause cette affaire extrêmement concrète, qui n'est pas d'ailleurs à son terme, puisqu'il y a appel, et qu'après l'appel, il peut y avoir recours à la Cour européenne de justice. Donc, dans l'état actuel des choses, il n'est peut-être pas évident de faire autre chose que des remarques diplomatiques discrètes. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Pologne pose des problèmes très très graves en termes d'état de droit, notamment le système judiciaire polonais, et que dans l'état actuel des choses, le système judiciaire permet à des juges qui sont nommés illégalement au regard de la Cour européenne de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, excusez-moi. Ces juges nommés illégalement sanctionnent des juges qui, eux, sont nommés légalement pour application des normes européennes. Donc nous sommes dans une situation où, en Pologne, on a un ministre de la Justice qui est en même temps procureur général, qui fait des choses qui sont totalement hors des clous du point de vue des normes européennes, et jusqu'à présent, que je sache, il n'y a que des débuts de procédure pour non-respect de l'état de droit, mais on est encore très très loin d'une situation où il pourrait y avoir sanction. Et je puis vous dire qu'un certain nombre de juges polonais, pour simplement application de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, ont été personnellement sanctionnés, et encore hier et avant-hier, de façon qui déroge totalement à l'esprit qui est celui de l'Union européenne. Le problème, comme d'habitude en politique, c'est le courage des dirigeants. La Pologne est la 6e économie de l'Union européenne. Il y a des gens qui aimeraient faire des affaires avec. Il y a des centrales nucléaires en vue. Il y a d'autres choses de ce genre. Et donc, nous sommes en ce moment, à la fois pour la Pologne, et il en va de même pour la Hongrie, dans une situation où on ne sait pas où vont basculer les poids lourds de la politique européenne, que sont notamment les partis allemands et aussi un certain nombre de partis français qui pèsent singulièrement lourd depuis le départ des Anglais de l'Union européenne. Donc, je ne puis que vous encourager à essayer de suivre l'actualité, parce que nous sommes dans un brouillard extrêmement désagréable aujourd'hui, surtout quand on pense à nos amis polonais et hongrois
qui subissent des dénis incroyables de l'état de droit aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire ce soir. Merci Paul. Nous allons passer la parole à Benjamin. Oui, bonjour, merci. J'ai une petite question. Ce qui m'intéresserait serait de savoir justement dans quelle mesure ce qui se passe au niveau de la politique culturelle du gouvernement PiS en Pologne a un impact sur l'ensemble du discours sociétal entre les Juifs et les Polonais, entre la société polonaise et les Juifs polonais, un discours qui a été amorcé en Pologne des années 90, où il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont évolué, ou de regards critiques sur la propre histoire polonaise ou juive polonaise, ou sur la réintégration de cette histoire juive qui a été occultée pendant des dizaines d'années, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et donc je voulais savoir si ça avait des conséquences aujourd'hui sur les relations judéo-polonaises, non pas sur les relations entre Israël et la Pologne, je parle vraiment sur les relations judéo-polonaises et sur toutes ces interactions, sur la place de la culture juive en Pologne, cette culture judéo-polonaise, et comment vous, les chercheurs, analysez tout cela. Alors, qui va répondre? Je pense que Barbara, tu peux prendre la parole, non? Że profesor Grabowski jest bliżej tych spraw i środowiska żydowskiego w Polsce, mógłby. En fait, je suis pas un expert, je suis assez loin de tout genre de la vie officielle, institutionnelle juive en Pologne. Je suis observateur, néanmoins ça m'intéresse beaucoup. Il y a les membres de ma famille qui sont impliqués dans ces organisations-là, donc j'entends parler des différentes choses. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les Juifs en Pologne ont une situation délicate, c'est-à-dire c'était toujours la question pas de la peur, mais en fait il fallait rester tranquille pour ne pas énerver le tigre qui est dans le salon. Donc les organisations juives étaient plutôt dociles, plutôt tranquilles, parce que c'est une petite minorité minuscule, dépendante de la bonne volonté des maîtres en Pologne. Mais maintenant, ce qu'on voit, ce sont les politiques conduites par la force, comme par exemple, on voit la création d'un nouveau musée qui s'appelle le musée du ghetto de Varsovie, dont la mission a été désignée de façon claire par le ministre Gliński de la Culture, qui a dit ouvertement que ce musée va être le musée de l'amour polonais-juif. Et donc, par la suite, on a la question de pressions en fait on peut s'imaginer par exemple aujourd'hui la question de nomination de nouvelle directrice dans l'institut historique juif à Varsovie, l'institut où dans le conseil académique ou scientifique il y a un monsieur qui est de l'IPN qui a nommé ces néofascistes à la tête de leur bureau à Wrocław que je mentionnais tantôt. Donc il y a la pression qui s'est faite de différentes façons. Ce n'est pas un dialogue, ça n'a jamais été un dialogue. C'est une recherche de accommodation, comme on dit en anglais. Mais je pense que la situation n'est pas maintenant, étant donné que le gouvernement est vraiment de droite, nationaliste, leurs objectifs sont clairs. Leur objectif dans le domaine qui nous intéresse, c'est en fait l'adoption de l'histoire changée, réécrite de la Shoah dans la méthodologie polonaise. Donc ce sont les dangers réels. Merci beaucoup. Il y avait Alexandra Subrémont qui levait la main. J'allais lui passer la parole. Alexandra, est-ce que vous souhaitez
lever à nouveau votre main. Ou sinon, en attendant, je passe la parole à François après je relayerai des questions par écrit. François, c'est à vous. Oui, j'aurais souhaité demander une précision parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Monsieur Paul Gradvol a dit qu'il s'inquiétait dans ses axes de réflexion parce qu'en France, l'accès à une partie des archives n'est plus possible. Il citait la date de 1934, je n'ai donc pas bien compris car j'ai en mémoire quand même qu'en décembre 2016, à ma connaissance, le président François Hollande a décidé d'ouvrir toutes les archives. Je pensais que ça ne concernait pas que la période 39-45, mais que ça pouvait être également à partir de 1934. Donc, j'aurais besoin de précision s'il veut bien m'en donner. Oui, extrêmement brièvement. J'ai demandé au mémorial de mettre en ligne les informations techniques parce que c'est un problème de réglementation et de loi qui est très complexe à expliquer. Je ne voudrais pas prendre trop de temps dessus, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'accès qu'on avait encore en 2016 et qui était moins ouvert que ce que vous avez compris des propos de M. Hollande, l'accès qu'on avait en 2016, aujourd'hui en 2021, est une espèce de souvenir plus ou moins paradisiaque à beaucoup de points de vue. Quant à la méthode employée pour bloquer ces accès, en résumé, c'est très facile. Il a suffi de décréter qu'il fallait déclassifier un par un tous les documents en question. Et c'est facile. Vous connaissez le budget de l'administration française. En 2150, ça ne sera toujours pas fait. Donc, une petite mesure technique, et c'est fini. Et il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais voici sur le fond la situation à laquelle nous sommes confrontés. On a des étudiants en ce moment qui ont commencé un master, qui n'ont pas vu venir les dispositions qui ont été prises dans les derniers mois et qui se retrouvent le bec dans l'eau. C'est extrêmement douloureux, je peux vous le dire. Alors, une question que je relais par écrit et qui touche à la réception donc, de votre livre, Barbara et Yann. Comment l'opinion publique polonaise a-t-elle perçu votre livre? Trouve-t-elle votre condamnation légitime? Barbara, Yann, la réaction de l'opinion publique en Pologne? W Polsce opinia publiczna jest podzielona i w ogóle Polska jest bardzo podzielona. Książka się spotkała z dużym uznaniem i była dosyć w dużym nakładzie się ukazała. 15 000 egzemplarzy, co jak na książkę naukową było bardzo dużo. I oczywiście w tak zwanej naszej bańce, czy wśród środowisku, które jest otwarte, liberalne, demokratyczne i uznaje rozliczanie się z przeszłością i mówienie o trudnych tematach między Polakami a Żydami za rzecz wartościową i potrzebną. Ta książka się spotkała z uznaniem i również ze strony tej części społeczeństwa polskiego my mamy dużo wsparcia. Natomiast jest druga część, która sprzyja obecnemu rządowi, która jest prawicowa, nacjonalistyczna, z naszego punktu widzenia zaściankowa i niemądra, ale która nas nie szanuje, nie ceni naszej pracy i uważa, podobnie jak to uważa obecna władza, że Polacy zajmowali się w czasie wojny tylko i wyłącznie ratowaniem Żydów i pomaganiem. A jak ktoś zrobił przez przypadek coś złego, a w ogóle to były nieliczne przypadki, no to automatycznie przestawał być Polakiem, prawda? To jest taka wykładnia nacjonalistyczna, że naród jest bez skazy.
I oczywiście jest część społeczeństwa, która chce w to wierzyć. No. Także jest to po prostu podział. No podział tak jak wszędzie, tak jak pewnie w każdym kraju. On w tej chwili jest dla nas mocno odczuwalny, jak profesor Grabowski mówił, i bolesny, no ale jest. Yann, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai perdu en fait. Oui, parce que ma connexion est tellement instable que je n'ai presque pas saisi ce que ma collègue a dit, mais je voulais juste vous dire qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines, il y avait un sondage effectué sur un nombre représentatif des Polonais où les écouteurs ont été demandés, on leur a demandé une question. Est-ce que vous serez d'accord que les historiens qui écrivent sur la culpabilité des Polonais pendant la Shoah seraient mis en accusation devant les tribunaux? À cette question, 40% a répondu oui. 11% ce n'était pas certain, les autres étaient contre. Donc la question n'a pas été si vous voulez mettre en prison les historiens qui écrivent les faussetés sur la participation polonaise dans la Shoah. La question a été si vous voulez mettre en accusation ceux qui écrivent, tout simplement. Donc si on a la question des 40% de gens qui sont prêts à envoyer en prison les historiens qui écrivent la vérité, on voit, comme professeur Engelking a dit, une société divisée, mais divisée de façon extrêmement, je dirais même violente, profonde. C'est très inquiétant pour l'avenir. Merci. On reste en Pologne avec une question que un spectateur dit naïve, mais qui je ne pense pas est naïve, est plutôt fondamentale par rapport au sujet qui nous occupe. La voici. Quelle est la version officielle du gouvernement polonais concernant la Shoah en Pologne et comment rend-il compte de l'antisémitisme en Pologne d'avant-guerre? Wersja oficjalna jest taka, że w Polsce było zjawisko antysemityzmu. W czasie wojny Polacy zachowywali się bohatersko, pomagali Żydom, sami niezwykle cierpieli. Wielu Żydów, tysiące Żydów zginęło za pomoc Żydom. Polacy byli tymi, którzy starali się informować świat o zagładzie i generalnie ich cierpienie, czy polskie cierpienie było takie samo jak żydowskie, o ile nie większe. Myślę, że w skrócie można tak tą narrację streścić. Et donc par rapport à l'antisémitisme d'avant-guerre, d'avant l'occupation allemande? Bon, il faut dire que les choses qui concernent l'avant-guerre sont beaucoup moins, je dirais, au centre de l'attention officielle de l'État, mais il faut dire que depuis 5 ans, depuis 6 ans, on voit un effort incroyable de blanchir, en fait, cette tradition extrêmement antisémite qui a été au centre de la politique de Endecja. Endecja, qui est parti de droite nationaliste polonaise avant-guerre. Aujourd'hui, on a les ouvrages, on a l'institut financé entièrement par l'État, dont le seul rôle, c'est de recréer l'image de l'Endecja, de Dmowski, son leader, à l'échelle nationale. On voit le monument de Dmowski, un vicieux antisémite. Donc il y a cette maintenant tentative très forte de blanchir, de changer la perception de l'antisémitisme d'avant la guerre en Pologne. Alors, encore une question sur la Pologne, et puis je poserai une question qui me semble intéressante pour les actions des historiens. Est-ce que tout le récit national en Pologne est-il en train d'être réécrit? No tak, właśnie jest taka próba w narracji państwowej rehabilitacji myśli narodowej i przyznania jej statusu istotnej i podstawowej myśli wiodącej dla historii społeczeństwa polskiego. Bardzo się
deprecjonuje inne kierunki intelektualne i inne, nie wiem, przedwojenne partie polityczne, prawda? Ale w obecnej narracji rządowej to endecja i myśl prawicowa jest właśnie tym fundamentem polskości i tą najbardziej podstawową, najważniejszym wkładem do polskiej tożsamości. Est-ce que je peux juste ajouter, parce que je crois que ça permettrait aussi de répondre à une des questions du chat qui se demandait si les chercheurs qui travaillaient sur la période communiste étaient aussi sous la menace. Alors effectivement, je pense que ça dépend un petit peu des sujets, mais pour prendre simplement mon propre modeste exemple, puisque j'ai travaillé sur l'histoire des Juifs demeurés en Pologne après la guerre durant la période communiste. Donc, évidemment, moi, mes recherches ont été faites à un moment où j'ai eu absolument aucun souci, et ça remonte déjà à plusieurs années, et du coup, j'ai eu aucun problème ni pour accéder aux archives, voilà, ni rien du tout. Je ne sais pas comment sera reçu mon livre qui doit sortir prochainement en version polonaise. Donc, ça sera voilà, un mystère là-dessus. Et par ailleurs, je m'intéresse maintenant, en fait, aussi dans la lignée des travaux et des sources mobilisées par nos collègues Barbara Engelking et Jan Karlowski à ces procès d'après-guerre qui m'intéressent beaucoup. Et je les prends pas vraiment en tant que source pour connaître ce qui s'est passé pendant la guerre, mais en tant que phénomène social. Qu'est-ce que ça signifiait de traduire en justice des collaborateurs, enfin voilà, des personnes traduites en justice en Pologne communiste, sortir de la guerre et tardivement jusqu'aux années 60, et ces procès tardifs sont ceux sur lesquels je travaille en ce moment. Voilà, donc là encore, malheureusement, la pandémie fait que je n'ai pas pu me rendre en Pologne depuis plus d'1 an et je ne peux pas poursuivre mes recherches, mais je travaille sur des documents que j'ai pu ramasser ces années précédentes. Donc, effectivement, j'ai pour le moment toujours accès, je ne sais pas pour combien de temps, et je ne sais pas aussi ce que réservera l'interprétation que je ferai de ces procès, où là aussi, il est pleinement question de personnes accusés d'avoir livré des Juifs, d'avoir tué des Juifs, qui sont tantôt accusés, le plus souvent acquittés, blanchis, et ça mobilise toute l'histoire de communautés locales après la guerre, parfois même 20 ans après. Voilà, ça soulève toujours des questions sensibles, et c'est évident que leur interprétation, les conclusions auxquelles j'arrive, voilà, risquent certainement de susciter polémique et une procédure judiciaire. Je ne le souhaite pas, mais voilà, tout est toujours possible. Alors, il y a une question intéressante, car vous êtes tous les 4 historiens. Une spectatrice nous demande quelles sont les marges de manœuvre des historiens, peut-être des leviers juridiques à l'échelle européenne. Peut-être Paul? Ah, votre micro. Le micro, Paul. Votre micro, Paul, votre micro. Non, je sais qu'on peut faire des miracles, surtout par Zoom, mais il faut savoir rester modeste. Pour l'instant, la mobilisation, les historiens ne sont pas organisés à l'échelle européenne réellement. On ne peut pas dire qu'on ait une activité d'association européenne d'historiens qui soit jusqu'à présent fort efficace. Et d'ailleurs, la question ne s'est jamais posée comme elle s'est posée aujourd'hui. Donc, on le voit avec Audrey, nous qui sommes en Europe, et aussi avec des collègues polonais. Je pense que ça va se développer parce qu'on est tous confrontés
et on l'a bien vu à Paris en février 2019, on est confronté au même monstre. Donc il y a un moment où plutôt que de se laisser découper en petits morceaux chacun séparément, il faudra réagir ensemble. Mais c'est très compliqué parce que ce n'est pas une compétence européenne. C'est-à-dire qu'on est dans une compétence qui ne relève pas de l'Union européenne et ça exige que des diplomaties qui adorent le drapeau national s'engagent dans des voies sur lesquelles elles n'ont pas tellement l'habitude de s'engager pour pouvoir exercer des pressions. Donc, c'est pour ça que je mentionnais l'expérience de la National Security Archive, donc les archives de la sécurité nationale à Washington. Je pense qu'il va falloir, en Europe aussi, s'engager dans des types d'actions qu'on ne connaît pas encore. Déjà, il est très intéressant de voir que, et en France, et en Allemagne et ailleurs, des historiens appuyés par des gens qui sont spécialisés plutôt dans les droits de l'homme ou dans l'accès à l'information plus généralement, commencent à pouvoir entamer des procédures judiciaires pour défendre l'accès aux sources, ne serait-ce que parce que c'est une mission citoyenne. Mais cet aspect de la citoyenneté et des droits en Europe mérite encore vraiment un développement que nous ne connaissons pas suffisamment. Et comme l'ont démontré nos collègues polonais, ou comme le diront nos collègues français ce vendredi à notre réunion ouverte en Zoom au CIRIS, nous butons sur des difficultés qui malheureusement sont communes. Simplement, ça se déplace, soit c'est judiciaire, soit c'est réglementaire, soit c'est législatif, soit c'est administratif, mais ça va toujours dans la même direction. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Une question d'Ania, que je salue. Les divisions que l'on trouve à l'échelle de toute la société polonaise et dont il a été question se retrouvent-elles au sein du milieu académique chez les historiens polonais? Cette affaire a-t-elle eu des conséquences sur la position et les prises de parole récentes des responsables des institutions académiques? Merci. Jan. Myśmy dostali wsparcie od Polskiego Towarzystwa. Słucham? Chciałam powiedzieć, że udzielono nam wsparcia również ze strony polskich historyków. Dostaliśmy list poparcia od Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk i od Polskiego Towarzystwa Historycznego. Natomiast środowisko historyczne oczywiście jest podzielone i myślę, że ta linia podziału przebiega też między rozmaitymi, nie tylko między rozmaitymi instytucjami, bo na pewno Instytut Pamięci Narodowej, o którym tutaj była mowa i w którym pracuje wielu historyków, jest w tej chwili instytucją bardzo prawicową i bardzo nacjonalistyczną, a z drugiej strony na wielu uniwersytetach również środowisko historyczne wydaje się być mocno podzielone. Może profesor Grabowski na pewno coś do tego bardziej szczegółowego jeszcze może dodać. Je suis d'accord entièrement que la communauté en fait d'historiens, d'historiennes en Pologne est divisée profondément. D'ailleurs, c'est mon milieu où j'ai grandi en fait à l'université de Varsovie aux années 80, et donc je le connais très bien. Et le milieu historique en Pologne était toujours très conservateur. Ça n'a pas vraiment changé beaucoup, donc il y a des tensions à l'intérieur de différentes organisations historiques. On verra de quelle façon ça va évoluer, mais comme Sir Engelking a dit, il ne faut pas prendre pour acquis qu'il y a en fait un soutien majeur ou uniforme, non. Merci beaucoup. On va passer la parole à un dernier spectateur qui lève la main avant de se quitter. Donc, D. Polacek, j'espère bien prononcer votre nom.
Oui, merci beaucoup et merci au mémorial et aux intervenantes et intervenants pour cette excellente et importante conférence. Alors, on a parlé de blanchir l'histoire, mais moi, je me soucie de la destruction de cette histoire, c'est-à-dire la solution finale en ce qui concerne les documents dans les archives en Pologne. Alors, ma question est la suivante. Y a-t-il des moyens pour assurer que les documents dans les archives en Pologne ne soient détruits ou qu'ils ne disparaissent mystérieusement? Et est-ce que des exemples de cela se sont passés déjà? Merci beaucoup. Chyba jedynym sposobem jest digitalizowanie i przechowywanie dokumentów w więcej niż jednym miejscu. Ostatnio niestety spłonęło archiwum w Krakowie w Polsce, w którym większość dokumentów była niezdigitalizowana. Także to jest wielka strata dla polskiej archiwistyki, bo tam były dokumenty chyba od XIX wieku dotyczące archiwum dotyczące Krakowa przede wszystkim, ale tam również część procesów na przykład powojennych i różnych dokumentów związanymi z okupacją niemiecką w Krakowie zaginęła, czy została stracona, zmarnowana. Yann, vous voulez ajouter un mot? Non, c'est juste pour dire que je ne pense pas qu'il y aura une tentative de détruire la documentation d'archives. C'est que je crains qu'on va empêcher les historiens d'avoir accès à la documentation délicate ou fragile de point de vue politique. Donc, je pense que, comme Rainer King a dit, la digitalisation, maintenant, on a déjà l'accès à des millions de pages de documents polonais, soit à Yad Vashem ou soit dans les archives des USHMM à Washington. Donc, il faut continuer de partager le patrimoine mondial, parce que l'histoire de la Shoah, ce n'est pas la propriété des autorités nationalistes polonaises. Merci. Bon, eh bien, c'est sur ces mots que nous allons donc nous quitter ce soir. Je voudrais vous remercier infiniment tous les quatre et vous rappeler à tous les deux, Barbara et Yann, que vous avez tout notre soutien donc au nom du Mémorial de la Shoah. Je rappelle donc que cette rencontre a été organisée avec la revue d'histoire de la Shoah sous l'initiative d'Audrey Kichlewski, qui dirige cette revue avec Jean-Marc Dreyfus. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir tout bientôt, ou prochainement, on va dire, à l'auditorium du Mémorial de la Shoah, autour de vos prochaines publications et projets de recherche. En tout cas, ce sera avec un énorme plaisir. Et avant donc de nous quitter, je vous informe de la prochaine rencontre proposée par le Mémorial de la Shoah, qui se déroulera ce jeudi 25 mars à 19h30, toujours dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Vous pourrez assister à une rencontre sur l'essor des théories du complot en temps de pandémie, analysée bien évidemment dans une perspective historique par Rudi Reichstadt, Antoine Bristiel et Tristan Mendes-France. Vous retrouverez toutes ces infos sur le site du Mémorial et les réseaux sociaux, ainsi que notre toute nouvelle programmation avril-août, qui va malheureusement démarrer sur Zoom, mais qu'on espère peut-être achever à l'été en présentiel, comme on dit. Je remercie Isabelle et Christina pour la traduction et Alexandre et Méline pour la technique. Portez-vous bien et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Do widzenia. Au revoir à tous.